Revivez la 4e saison du cycle Algérie-France, la voix des objets. Marche citoyenne d'aujourd'hui et d'hier. Ce cycle de rencontres interroge les relations qu'entretiennent depuis près de 2 siècles la France et l'Algérie, mais aussi leurs échos dans la vie actuelle de chacun des 2 pays. Cette saison 4, qui s'est tenue en février 2020, souhaitait mieux comprendre l'ample mobilisation pacifique que portait la population algérienne depuis février 2019, en évoquant les grandes manifestations démocratiques dont elle fut l'actrice au cours des 3 dernières décennies de la période coloniale. Algérie-France, la voix des objets, vous est proposée par le MUCEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Pourquoi ? L'exigence de démocratie et de pluralisme. En parlant d'une seconde indépendance ou d'une deuxième république, les membres du Hirak exigent que la population reconquiert une souveraineté pluraliste dont elle a été dépossédée dès juillet 1962. Les bases mêmes du système en place depuis lors sont ainsi remises en débat. Quel type de vie civique inventer qui puisse échapper au contrôle par les forces de l'État profond ? Comment garantir la sincérité des élections et une réelle séparation des pouvoirs ? Qu'attendre à l'avenir des Algériens de France et des binationaux ? Une discussion avec l'historienne Charlotte Coureil et le romancier et dramaturge Mohamed Kassimi, modérée par la journaliste Daïka Dridi. Bonsoir à tous et merci d'être venus à cette 3e et dernière table ronde que le MUCEM consacre au Hirak et à l'histoire des grandes mobilisations populaires en Algérie. Merci à ceux qui sont revenus, qui étaient avec nous aux précédentes soirées et qui sont venus encore une fois pour cette dernière. Donc, avec moi ce soir pour cette table ronde, j'ai l'historienne Charlotte Coureil et l'écrivain Mohamed Kassimi. Dans les précédentes tables rondes, on avait évoqué d'abord les lieux où se déroulaient les mobilisations pendant la colonisation et ensuite aujourd'hui où se déroule le Hirak et la symbolique de ces lieux. La deuxième table ronde avait été consacrée aux acteurs de ces mobilisations. Et ce soir, c'est la question du pourquoi à laquelle on va essayer de répondre, l'exigence de démocratie et de pluralisme. Mais avant de passer la parole à Charlotte Coureil et à Mohamed Kassimi, j'aimerais qu'on regarde une vidéo que j'ai faite. C'est une vidéo du Hirak que j'ai tournée, je pense, en octobre de cette année. Donc, on voit que les Algériens imposent leur citoyenneté aujourd'hui à travers le Hirak à l'État autoritaire en Algérie. Est-ce que, Charlotte Coureil, vous êtes historienne, vous êtes spécialiste de l'Algérie contemporaine et particulièrement vous avez fait une étude poussée sur l'association des oulémas. Est-ce qu'on peut savoir comment les Algériens comment ont-ils exigé cette citoyenneté à l'époque coloniale ? Alors effectivement, il faut revenir aux premières années du XXe siècle parce que la question de la citoyenneté pour la période coloniale, elle est fondamentale parce qu'en fait les Algériens avaient la nationalité française du fait de la colonisation, mais ils n'avaient pas la citoyenneté française. C'est-à-dire que le fait qu'ils conservent leur statut personnel confessionnel, c'est-à-dire qu'ils dépendent des tribunaux pour tout ce qui concerne les affaires familiales, toute la juridiction liée au statut personnel, liée à leur confession. Donc c'était le cas au départ des musulmans et des juifs. Et après 1870, avec le décret Crémieux, en fait, les juifs sont sortis de ce statut de l'indigénat et sortis aussi du coup de leur juridiction confessionnelle pour dépendre du droit civil français. Ce qui n'est pas le cas des musulmans qui restent donc sous ce statut personnel avec le fait que la citoyenneté soit accordée sous condition d'être naturalisés. Le terme est un peu galvaudé dans ce sens-là, puisqu'ils sont déjà de nationalité française, mais ils sont naturalisés français avec certaines lois. Et ça veut juste dire qu'en fait, ils acquièrent la citoyenneté française, donc le droit de vote notamment. On est dans le contexte du régime de l'indigénat, qui est donc toute une série de décrets. C'est pas un code à proprement parler qui a été édicté en une seule fois, mais c'est toute une série d'arrêtés qui sont pris et qui définissent des sanctions spéciales
pour les indigènes qui ne se soumettraient pas à ce régime de l'indigénat qui limite leur pouvoir de circulation, qui soumet à autorisation toute manifestation, serait-elle familiale ou le retour des pèlerins du pèlerinage à la Mecque, par exemple. Donc c'est tout un régime qui est particulier pour les indigènes. Et ces réclamations ou ces revendications sur la question de la citoyenneté, elles apparaissent très tôt, notamment en fait dans tout le mouvement qu'on a appelé les jeunes Algériens, qui est donc des années 1910-1920, avec des revendications qui sont liées à l'égalité des droits pour les Algériens musulmans par rapport au reste de la nation française, puisqu'ils sont de nationalité française. À ce sujet, donc ça a été évoqué tout à l'heure dans la présentation de la vitrine, il y a des premières tentatives de réforme en 1919 pour accorder à vraiment une toute petite minorité d'Algériens la citoyenneté, notamment parce que 1919, c'est juste après la Première Guerre mondiale, à laquelle les Algériens ont beaucoup participé puisqu'ils ont été mobilisés. Et donc, il y a un espoir de la part des populations musulmanes de l'époque, et je reprends là évidemment les catégories de l'époque, puisqu'on identifiait les populations en fonction de leur statut confessionnel, et on en reparlera tout à l'heure, ça conditionne aussi après la façon dont la conception de la nation et de l'identité s'est constituée. Et donc ces lois de 1919, en fait, paraissent très minimes par rapport à l'effort de guerre qui a été fait par les Algériens, puisqu'elles accordent cette citoyenneté à quelques-uns, et toujours à condition de demander la naturalisation, et donc de perdre ce statut personnel musulman. Et ensuite vient je pense qu'il y a une étape qui est franchie avec le congrès musulman, n'est-ce pas? Effectivement, donc le congrès musulman algérien, je crois que vous en avez déjà parlé les séances précédentes, mais c'est 1936. Il faut peut-être juste revenir en amont. En fait, avant 1936, toutes les années de l'entre-deux-guerres, c'est vraiment le moment de l'essor associatif. Donc il y a déjà toute une mobilisation par la culture, par le sport, par évidemment, à chaque fois, il ne faut pas dire qu'on parle politique parce que c'est interdit par l'administration coloniale, mais toute action amène à l'émancipation culturelle ou simplement d'activités qui sont organisées par les Algériens pour les Algériens. C'est déjà en fait un positionnement politique pour l'époque. Et donc, dans les années 1930, en 1936, est organisé le Congrès musulman algérien, qui est organisé par plusieurs mouvements, et peut-être que là il faut refaire aussi un petit point sur les différentes tendances politiques parmi les musulmans à l'époque, donc parmi les Algériens. Donc on avait le parti nationaliste qui a été évoqué tout à l'heure, l'Étoile nord-africaine, qui par la suite devient le Parti du peuple algérien, et puis après le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Ce premier parti politique qui est né en 1926 et qui est en fait au départ une branche encouragé par le Parti communiste français, qui s'en émancipe à partir de 1926 et qui fait partie du courant indépendantiste, donc qui réclame l'indépendance dès les premières années de sa création. Ce qui n'est pas du tout le cas du reste des orientations ou des courants politiques de l'époque, puisque dans la lignée en fait de ces jeunes Algériens que j'évoquais tout à l'heure des années 10 et 20, apparaissent des courants qui essayent de réclamer l'égalité des droits et donc l'accession aux droits par la participation aux jeux colonial. Et notamment, c'est le cas de la Fédération des élus, qui naît aussi à la fin des années 20, dont un des grands personnages est Ferhat Abbas, dont on reparlera sûrement tout à l'heure, et qui, elle, en fait, prône donc cette revendication sur l'égalité des droits et sur la considération politique des Algériens comme citoyens. Dans cette tendance-là, même si c'est pas un mouvement politique en tant que tel, l'association des oulémas, donc sur laquelle moi j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse et sur laquelle j'ai écrit le livre ensuite qui doit sortir en mars, autopromotion, qui elle en fait avait donc un objet qui était religieux et culturel au départ, qui était une défense de l'islam et de la langue arabe dans le contexte de la colonisation française, donc qui est née en 1931 et qui en fait est assez proche de la Fédération des élus dans l'organisation de la vie sociale et qui défend là surtout donc ces questions-là du statut personnel musulman et de la défense de la langue arabe, qui était peu ou mal enseignée par l'administration française en Algérie. Et c'est lié aussi à leur revendication à la faiblesse de la scolarisation, c'est-à-dire que toutes les lois françaises sont censées s'appliquer en Algérie, mais en fait, ce qu'on voit dans la réalité, c'est qu'il y a une grosse distorsion et qu'il
En fait, jusqu'en 1954, on sait qu'il y a à peu près 10% de la population qui est alphabétisée parmi les musulmans algériens en 1954. Donc ça donne une idée de ce qui s'est passé, sachant que le gros mouvement de scolarisation, c'est après les années 40. Donc dans ce contexte-là. Et puis le Parti communiste algérien, qui donc est aussi à nouveau une branche du Parti communiste français, mais qui s'émancipe en 1936 et qui là est sur une ligne qui change un peu en fonction des années. Je pense qu'on y reviendra aussi tout à l'heure, mais qui en fait allie la question nationale à la question des classes sociales et aux revendications proches des revendications syndicales. Et dans les précédentes tables rondes, Charlotte, on n'a pas beaucoup parlé, en fait. On n'a pas eu le temps de parler des années, de la période 44, 45, alors que il y a beaucoup des questions qui agitent aujourd'hui l'Algérie, dans le Hirak notamment, qui ont été débattues avec plus que passion pendant cette période-là, avec les amis du manifeste. Alors peut-être juste avant ça, j'étais partie du congrès musulman, puis après j'ai fait le tour d'horizon politique, donc je reviens juste parce que ce congrès musulman, en fait, il est organisé, donc maintenant que j'ai réétabli les différentes tendances, donc par les élus, la fédération des élus, par les oulémas, par des socialistes et des communistes. Et ils établissent donc à l'été 1936 une charte revendicative qui donc pose cette question de l'égalité des droits, qui demande aussi l'alphabétisation, la scolarisation, donc ces questions-là que j'évoquais tout à l'heure, mais qui n'est pas du tout sur une ligne indépendantiste à ce moment-là, qui demande davantage de droits et davantage, au contraire, d'être davantage intégré dans la nation française. Et donc c'est plus une forme de lutte contre les discriminations qui sont subies, plutôt que de porter la question nationale à ce moment-là, même si évidemment l'un est sous-tendu par l'autre, puisque ces questions des revendications démocratiques sont liées à la question nationale, et on verra que plus on avance, et effectivement après quand on arrive dans les années 40, c'est de plus en plus prégnant cette jonction entre les différentes revendications. On le retrouve déjà donc chez les indépendantistes, c'est-à-dire que dès 1926, dès 1926, l'Étoile nord-africaine revendique l'indépendance, mais elle revendique aussi une assemblée algérienne avec une constituante pour la former et qui serait avec un suffrage universel sans distinction ni de race ni de religion, donc avec vraiment déjà des revendications démocratiques qui sont liées à la question nationale. Et donc à partir des années 1940, donc il y a la Seconde Guerre mondiale, avec en 1942 le débarquement des Américains et des Anglais au Maghreb et en Algérie. Alors ça a été le cas aussi pour le Maroc et pour la Tunisie. Ça suscite un vent d'espoir, comme le Front populaire avait pu le faire en 1936, qui est la raison pour laquelle le Congrès musulman a lieu à l'été 36. Et bien là, c'est un peu le même fonctionnement, c'est-à-dire que le fait que les Américains et les Britanniques soient présents et s'intéressent à ce qui se passe sur leur territoire provoque des manifestes. Donc c'est le cas pour le Maroc, mais là pour ce qui nous intéresse en Algérie, c'est le manifeste de 1943 qui est rédigé par des membres du Parti du peuple algérien, donc la tendance de Messali Hadj, les indépendantistes, mais qui est organisé, coordonné par Ferhat Abbas, qui est de la Fédération des élus. Et ce manifeste, c'est alors là pour le coup en 1943 avec un additif ensuite qui précise vraiment les revendications politiques et qui sont là, la marche déjà vers l'indépendance. C'est-à-dire qu'on voit que c'est le début d'une union de ces différentes tendances qui se sont, au moment du Congrès musulman algérien, vraiment divisées entre indépendantistes et ceux qui ne l'étaient pas. Et après, à partir de 1943, et puis ça lance en fait un mouvement qui... le manifeste de 1943 entraîne une réaction de l'administration française coloniale qui édite, ou même de la France métropolitaine, qui édite l'ordonnance de 1944, qui essaye à nouveau d'élargir les possibilités de citoyenneté. J'ai pas évoqué non plus au moment du Congrès musulman le projet Bloom Violette, qui était un projet qui a été porté par Maurice Violette pour essayer à nouveau d'offrir davantage de possibilités d'acquérir la citoyenneté aux Algériens. À chaque fois, c'est limité, c'est pour ceux qui ont été anciens combattants, pour des notables, pour des fonctionnaires de l'administration. Et le projet avait échoué à cause de la pression des colons qui s'opposaient à ces réformes-là. Et donc, c'est en fait l'ordonnance de 44 répond aux revendications de 1936, mais sauf qu'entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses et que les Algériens en face, en fait, demandent plus que ce qui était demandé dans les années 30.
Donc effectivement, le manifeste est le début d'une nouvelle ère, disons, et qui est aussi l'ère de l'union entre ces différentes tendances autour de la question nationale et de la question de l'indépendance, avec un moment qui est un peu le climax, qui est les Amis du manifeste et de la liberté, qui sont les AML, qui sont donc des organisations qui réunissent les différentes tendances, alors avec, localement, selon l'ancrage des partis et des mouvements, des majorités de telle ou telle tendance en fonction de la ville et en fonction de la région. Mais disons que les revendications sont portées à l'échelle de ces AML. Et c'est les AML qui encouragent les Algériens à manifester au moment de la victoire pour le 8 mai 45, à porter la question nationale et la question de l'indépendance dans les manifestations de célébration de l'armistice. Et c'est le moment de la répression très forte, puisque des drapeaux sont sortis, des pancartes, des banderoles qui à la fois saluent la victoire des Alliés, mais aussi demandent à ce que le droit à l'autodétermination et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui a été beaucoup diffusé pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, soit appliqué à l'Algérie. Et on sait que ces manifestations-là ont été réprimées dans le sang, avec de la répression qui se poursuit. C'est pas seulement au moment de la manifestation où on tire parce qu'on panique ou je sais pas. C'est vraiment après une traque des militants, sachant que avant le 8 mai, il y avait déjà eu le 1er mai, la fête du travail, qui est un moment de mobilisation syndicale traditionnelle et où également le PPA avait porté les couleurs de l'indépendance. Donc il y a en fait dans cette séquence-là énormément d'arrestations de dirigeants politiques parmi ces différents partis algériens, qui soient indépendantistes depuis les années 20 ou pas. Et donc c'est un moment aussi de basculement qui a beaucoup marqué. On sait que Mohamed Harbi, l'historien algérien, a écrit un ouvrage où il dit que la guerre commence en 45, parce qu'en fait c'est un moment vraiment de traumatisme pour les Algériens, et c'est un moment de rupture où le dialogue pour la citoyenneté ne se pose plus dans ces questions-là, mais on arrive vraiment dans la question nationale pour l'ensemble des tendances politiques de l'époque. Un moment de rupture, et avec vous, Mohamed Qassimi, on va reparler encore du passé, mais j'aimerais d'abord commencer par le présent, par 2019, qui est encore le présent de l'Algérie. Vous êtes romancier, vous êtes dramaturge, mais vous avez aussi écrit beaucoup de textes sur le Hirak. Et j'ai relevé dans un texte qui s'intitule « Un printemps fou à Alger », qui est daté du 1er mars. Le 1er mars, c'est le deuxième vendredi. C'est juste après, il y a eu la grande surprise du 22 février 2019 avec des centaines de milliers de gens qui sont descendus dans les rues à Alger et dans quelques autres villes. Et puis le 1er mars, c'était le deuxième rendez-vous où beaucoup plus de gens qui ont vu ce qui s'était passé sont sortis. Et vous dites, presque à la fin, « Je m'aperçois que je suis en train d'aimer de nouveau cette ville que j'ai tant connue, que j'ai tant haïe. » Pourquoi ? Oui, bonsoir. Merci d'être là avec nous pour cette dernière séance. Écoute, avant de répondre, je pense qu'il faudrait clarifier pour le grand public ce que signifie le terme de Hirak. Nous l'employons et peu de gens savent ce qu'il veut dire en langue arabe. Donc, dans lisan arabe, Hirak est un mot dérivé du substantif haraka qui veut dire action ou mouvement, ou façon de mettre en marche quelque chose. Donc le Hirak dans Ibn Mandour, c'est ce qu'il signifie kullu ma huwa mudad lis-sukun, c'est toute action qui s'oppose à l'immobilisme. Donc vous voyez que même dans la langue et la sémantique, le mot recouvre quelque chose qui est en mouvement. Et si aujourd'hui certains enterrent un peu tôt ce mouvement, je pense qu'ils se gourrent parce que c'est une dynamique. Ce mouvement n'a jamais prétendu à la prise du pouvoir. C'est un mouvement qui vise, c'est un peuple qui vise à se prendre lui-même. C'est-à-dire, on n'a pas de Bastille, d'autres Bastilles à prendre que celle de notre mémoire, de notre territoire et de notre corps. Et c'est ça qui fait la force de ce mouvement qui n'a pas de visage, qui n'a pas de programme aujourd'hui, qui n'a pas peut-être de ligne politique, mais qui est un mouvement de résilience collective qui traduit à la fois
un ras-le-bol collectif, une sorte d'overdose collective et un mouvement de burn-out collectif par rapport à une kleptocratie qui a mis en coupe réglée ce pays depuis son indépendance. Oui, alors justement, dans les manifestations, Mohamed Qassimi, on voit beaucoup les jeunes sortir les photos des héros qui ont été tués pendant la guerre de libération et qui font beaucoup de références à l'idée d'indépendance, l'istiqlal. Pourquoi, d'après vous ? Alors, l'un des miracles, et c'est pour ça que je m'insurge contre cette idée qui vise à enterrer ce mouvement avant qu'il n'aille jusqu'au bout, et je pense qu'il a, à l'intérieur de l'imaginaire de la société, fait un travail extraordinaire, notamment le travail sur la mémoire. C'est un mouvement qui a permis à une génération née dans un peuple dont l'histoire a été falsifiée de bout en bout, dont l'histoire a été réécrite, dont l'histoire a été écrite d'une manière fausse et qui est composée d'une série de trous. L'histoire aujourd'hui algérienne, c'est un enfant, il sait qu'il y a eu entre parenthèses, les ouvertures islamiques, c'est le futuhat islamiyya. On ne parle pas d'invasion, on ne parle pas de conquête, on parle de comme si le pays était un pays cadenassé, comme si le pays était le Maghreb où toutes les terres conquises par l'islam étaient des terres scellées et que les musulmans arrivent ou les arabes et ouvrent quelque chose à la lumière de l'islam. Donc il y a l'arrivée des musulmans, un grand trou, les Turcs, 2 ou 3 mots, et puis 1830, un grand trou, et 54, un trou, et 62, et un trou, et 65. C'est-à-dire, vous travaillez avec une histoire qui est une série ininterrompue de silences, de mensonges et de trous. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Algérie, c'est que ça permet à toute une génération qui a vécu, pour la plupart, certains ont vécu sur le mythe de l'âge d'or de Boumedienne, qui était en fait des années de plomb terribles que nous avons vécues dans notre jeunesse, qui n'avait rien d'or et rien d'âge idyllique, et qui essaye de récupérer une histoire complètement falsifiée. Ceci dit, il y a toujours une vision un peu idyllique, on va revenir à Harbi, qui consiste à dire il y a eu la révolution algérienne ou la guerre d'Algérie, et en 62, il y a eu les méchants des armées des frontières qui vont chasser les gentils politiques qui étaient Farhat Abbas, le gouvernement provisoire algérien, et Ben Khada, et prendre le pouvoir. Donc, c'est comme s'il y avait une sorte de 18 Brumaire au mois de juillet 62 qui va détourner la révolution algérienne de son lit. Et Harbi, récemment, donne une série d'entretiens, et je me suis beaucoup entretenu personnellement avec lui, et il va plus loin, il dit non, c'est 62, les choses, les dés étaient jetés. C'est-à-dire que à partir de 1954, nous allons avoir ce qu'il appelle, lui, une organisation militaire. J'appellerais ça plutôt une association, voilà, restons polis, une association militaire qui va constituer le FLN avec l'objectif de prendre le pouvoir dès que la guerre se termine. Et que les dés étaient jetés pratiquement en 54 par cette bande, c'est le mot, qui va détourner le message de ce que tu disais tout à l'heure, de tout le patrimoine de lutte des partis nationalistes, aussi bien l'UDMA que le MTLD que le PPA, et de le prendre à son compte, d'engager une lutte armée et de récupérer toute la mise en 1962, sachant aussi que même aujourd'hui, on exhibe les figures tutélaires comme Abba Ramdan, qui était pour la séparation du culte et de l'État, de l'islam et de la religion et de l'État. Et Harbi dit non, vous vous trompez, il faut arrêter. C'est-à-dire que nous ne pourrons habiter le présent et l'histoire que lorsqu'on aura démythifié complètement et mis à nu cette histoire algérienne. Et Abba Ramdan, au moment où le FLN décide de lancer un journal, son journal dans la clandestinité, Al-Moujahid, Fanon propose résistance et Abba Ramdan dit non. Il faut mettre Al-Moujahid parce que ça joue sur le djihad et ça va flatter la sensibilité musulmane des masses algériennes.
Donc on voit déjà au départ, sans arriver, on en parlera après, Oui. à 62 et à la Constituante, où le vert était déjà dans le fruit à partir du 1er novembre 54. Oui, et pour Harbi, le FLN, c'était une organisation armée et pas un parti politique. Donc, c'est un peu quand même les hommes en armes qui ont enfin, pour les jeunes qui manifestent aujourd'hui, on leur a confisqué quelque chose, on leur a volé quelque chose quand même en 62. Et c'est les militaires, pour eux, c'est cette idée des militaires qui ont arraché, qui ont confisqué, qui ont volé en quelque sorte l'indépendance, qu'ils essayent de reprendre aujourd'hui. Ils n'ont pas seulement volé l'indépendance. Je pense que les indépendances étaient dans la marche de l'histoire quelque chose d'inéluctable. Donc ça, c'est certain. Ça aurait pu se faire 10 années après ou 15 années après, c'était quelque chose d'inéluctable. Mais plus que voler l'indépendance, et c'est ce qui explique un peu l'attachement viscéral ou l'attachement presque fou de ce système ou de cette clique ou de cette bande, telle est l'expression qu'employait Gaïd Salah par rapport à l'Algérie, c'est qu'ils considèrent l'Algérie comme leur butin de guerre. C'est-à-dire, c'est un bien qu'ils ont arraché de force des mains des Français et qui leur appartient, qui est leur propre propriété privée. C'est comme s'ils détenaient un bail de commerce sur un pays qu'ils ont arraché de force aux Français. C'est dans l'imaginaire de cette génération du FLN qu'on croyait au début, moi je me disais quand j'avais 20 ans, ils vont finir par disparaître. Mais non, ça se reproduit. C'est-à-dire, c'est un système qui arrive, comme le capitalisme, à se reproduire de génération en génération et à vivre sur ce pseudo-discours du martyr et de la révolution qui est son principal fonds de commerce. Donc, plus que la confiscation de l'indépendance, c'est le rapt et l'enlèvement, non pas des Sabines, mais l'enlèvement de l'Algérie tout court. L'enlèvement de l'Algérie tout court. Et là, j'aimerais qu'on regarde une autre vidéo qui est faite un peu plus haut que c'est un peu à la même période. Et c'est avec les slogans importants qui sont au cœur du Hirak, la libération des détenus politiques et Madaniya Meshi Askariya, c'est-à-dire nous voulons un État civil et non militaire. Et donc on reviendra encore à la question des militaires après. Mais je pense que Charlotte, tu voulais d'abord réagir. Non, je voulais juste réagir sur le FLN le 1er novembre et puis oui. La guerre. Parce qu'en fait, il me semble que c'est important d'avoir aussi en tête que, parce que dans la façon dont tu le présentais, on a un peu l'impression que le FLN s'est constitué pour se saisir de l'Algérie. Et je pense que, en fait, ce qui m'intéressait, c'était la déclaration du 1er novembre dans la proclamation qui est faite pour annoncer au monde que l'insurrection armée est lancée. Il parle de la restauration d'un État souverain algérien, démocratique et social. Et donc, en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur les revendications depuis 1945, en fait, il y a aussi toute une synthèse faite par le FLN des revendications précédentes. Donc, c'est pas non plus complètement nié tout ce qui a été dit auparavant. Et après, pendant la guerre, on y reviendra peut-être tout à l'heure, cette question de la primauté du politique sur le militaire qui est inversée. C'est-à-dire que, en fait, au moment du congrès de la Soumam en 1956, donc un congrès du FLN clandestin pendant la guerre d'indépendance algérienne, il y a effectivement cette tendance de Aban Ramdan qui impose que le politique domine le militaire et que l'intérieur ait la primauté sur l'extérieur, puisqu'il y a une armée de l'extérieur et une armée de l'intérieur. Et en fait, ça s'est retourné l'année suivante dans les conflits inter-FLN et qu'on retrouve et qui sont importants aussi pour comprendre ce qui se passe après 62. Et on va revenir sur 62, mais en fait, le FLN au départ, c'est donc un petit groupe d'anciens, pour beaucoup du PPA-MTLD, qui était dans l'organisation spéciale, donc favorable à l'insurrection armée et qui s'impose dans le cadre des divisions du MTLD, du PPA, donc PPA qui était encore clandestin et MTLD qui était la façade du parti politique reconnu. Avec donc des divisions entre les différents dirigeants, une contestation de Messali Hadj par le comité central, donc par le bureau du parti, et une tendance qui se sont appelés les neutralistes, qui essayaient de sortir de l'opposition entre les deux, mais qui en fait créent finalement ce Front de Libération Nationale et lance l'insurrection. Donc il y a toute une construction et je pense que c'est important de voir la diversité, c'est-à-dire qu'au sein même du FLN, en fait, on a différentes tendances, différents courants, d'autant qu'après, les différentes
représentations politiques comme l'UDMA, par exemple, le parti de Ferhat Abbas, rallie, alors pas en tant que parti, parce que le ralliement au FLN se faisait de façon individuelle, mais il y a du coup cette fédération, et donc quand on arrive à la fin de la guerre d'indépendance, avec la victoire politique, puisque militairement c'était compliqué, mais toute la présentation devant l'ONU, le fait que la question algérienne soit portée sur la scène internationale, permet d'arriver à cette diversité du FLN, mais qui effectivement après est recentralisée pour 62. Diversité qui a disparu, pluralisme, oui. Mais justement, alors, les revendications du Hirak de pluralisme, aujourd'hui, est-ce qu'ils ne sont pas, en gros, phagocytés par... c'est-à-dire, il n'y a jamais vraiment eu possibilité de pluralisme à cause de l'histoire de cette union qu'il faut faire et des luttes fratricides pendant la guerre de libération. Est-ce que c'est ça qui pèse aujourd'hui ? C'est vrai que ce passé n'a pas été expurgé et que nous n'avons pas fait toute la lumière sur cet épisode de l'histoire algérienne. C'est très simple. Aujourd'hui, encore, il n'existe aucun ouvrage de fond, par exemple, sur la période 62-65 ou sur les années 65-78 de Boumedienne. Donc, il y a tout un travail qui reste à faire, non pas je pense que du côté français, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits ces dernières années, mais du côté algérien, il y a un travail de mémoire et de vérité sur cette histoire qui reste à faire. Quand Harbi dit « tous les pays du monde ont une armée, mais l'Algérie, nous avons une armée qui a un pays », il résume tout, oui. Tout. C'est-à-dire toute la problématique est là. C'est cette armée-là. Aujourd'hui, je donne les chiffres par exemple, l'armée algérienne prend plus de 25% du budget de la nation. Oui. C'est-à-dire tous les pays, elle dispose d'un budget de 15 milliards de dollars équivalent à celui de la République islamique iranienne. Alors que nous ne sommes pas en guerre. Alors nous ne sommes en guerre ni contre la Russie, ni contre la Chine, ni contre les États-Unis, ni contre personne. Et l'armée prend le quart du budget de la nation. Pourquoi ? Parce qu'elle sait quel est le principal client à la fois. C'est le pourvoyeur et c'est le maître des lieux qui dispose du budget de la nation comme bon lui semble. Et est-ce que vous pensez, Mohamed Qassimi, que c'est pour ça que les hirakistes, enfin les gens qui manifestent, focalisent autant sur... Il y a beaucoup de slogans sur l'armée. Il y a les généraux à la poubelle, il y a Madaniya Meshi Askariya, il y a Nkharjou l'Askar del Mouradiya, c'est-à-dire on va extraire les militaires du palais présidentiel. Est-ce que vous pensez que c'est identifié, parce qu'il y a des gens aussi, il faut dire, dans le débat autour du Hirak et à la périphérie du Hirak, qu'il faut pas parler, il faut éviter de parler de l'armée directement parce qu'on va diviser le pays, donc alors que les Hirakistes continuent à focaliser sur c'est vraiment pour eux le cœur du problème. C'est à la fois le nœud gordien et la colonne vertébrale de cet État. S'il y a un disque dur qui fonctionne en Algérie, c'est bien celui de l'armée. Tous les autres secteurs ne fonctionnent pas. Oui. Et contrairement, par exemple, à l'Égypte, où vous avez une armée qui prend 33% du PNB, mais dans la légalité la plus absolue, et qui est obligée de le réinjecter dans l'agroalimentaire ou dans l'industrie militaire, etc. En Algérie, vous avez une armée qui se sucre sur les contrats d'armes dont on sait que les marges sont faramineuses, et rien ne revient, n'est réinjecté dans le tissu social, économique ou industriel algérien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ennemi principal, il faut le dire, c'est l'armée qui est la principale force de paralysie et de captation des richesses nationales et personne d'autre. Oui. D'ailleurs, on sent un peu, après le décès inattendu du chef d'état-major de l'armée, qui a repris en fait tout le pouvoir après le décès d'Abdelaziz Bouteflika, on a l'impression qu'il est encore en vie parce que il y a eu une élection et mais c'est son programme sécuritaire qui continue à gérer. Madaniya Meshi Askariya, état civil et non état militaire. Alors Charlotte Correille, est-ce que moi j'aime bien lire aussi l'idée que c'est peut-être implicitement aussi, peut-être même plus que implicitement, clairement dit,
Madaniya Mashi Diniya. Donc, ce n'est pas État civil et non religieux, Mashi Islamia, État civil et non islamique. Si vous voulez, on va revenir un peu à l'histoire et on va poser cette question sur le Hirak à Mohamed Qassimi. Mais est-ce que la question de la séparation de l'État et de la religion s'est posée et comment elle s'est posée au moment de la lutte anticoloniale? Alors effectivement, ça c'est une des grosses questions aussi dans la construction de l'Algérie indépendante et on va revenir sur ça, mais c'est vrai que c'est important de revenir un petit peu à ce qui s'est passé avant, notamment parce que on a beaucoup observé que ce qui avait été intégré comme l'islam officiel, l'islam d'État à l'indépendance, c'est la tendance des oulémas, et donc une tendance réformiste qui s'opposait aux confréries qui étaient perçues comme traditionnelles, mais en fait même de l'arriération dans le discours socialiste à l'indépendance. Et donc on valorisait le fait de proposer un islam éclairé qui aurait été un des fondements de cette République algérienne, puisque ça faisait partie, dans la constitution sur laquelle on va revenir, de l'idée que l'islam était religion d'État. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les oulémas eux-mêmes, en fait, dans les années 40, quand ils sont consultés par les comités de réforme, par le gouvernement français et l'administration coloniale, eux défendent la séparation du culte et de l'État. Donc eux-mêmes sont des religieux, mais ils le défendent parce que dans le contexte colonial, tout l'islam est administré par l'État français. Donc là où on a la loi de laïcité de 1905 qui est censée s'appliquer à partir de 1907 en Algérie, la réalité c'est que les Français ont la main mise sur tous les biens qui appartenaient avant, ce qu'on appelle les biens habous, donc les biens de main morte qui sont des fondations pieuses, donc où on lègue un terrain par exemple pour pouvoir permettre l'entretien de la mosquée ou d'une famille, etc. Et donc comme ils ont la main mise sur ces ressources-là, que beaucoup de mosquées ont été détruites dans les premiers temps de la conquête, c'est aussi donc la France qui administre l'islam en Algérie pendant toute la période coloniale et qui donc fonctionnarise les imams, les personnels de mosquées, qui donc organise un concours qui a des exigences en fait envers le personnel qui va être recruté et qui sélectionne ce personnel du coup parmi ceux qui ne contestent pas la présence coloniale ou en tout cas ne le font pas ouvertement. Et donc en 1944, quand il y a cette grande consultation pour les réformes que j'évoquais tout à l'heure pour essayer d'écouter les demandes d'accès à la citoyenneté, et ben c'est une des questions qui revient, c'est la justice musulmane et la séparation du culte et de l'État, parce que les oulémas en fait considèrent que l'État français recrute des religieux qui ne sont pas compétents et que évidemment ce seraient eux qui seraient compétents pour ces questions-là. Et le fait de séparer aurait permis en fait de retrouver l'autonomie de l'islam en Algérie colonisée. À l'indépendance, c'est plus du tout ce discours-là qui est tenu parce que l'État n'est plus colonial et que l'État indépendant se définit à partir de ce qui a été en fait construit pendant la lutte contre la colonisation et notamment ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que les catégories soient définies à partir du statut personnel, fait que la construction nationale s'est faite aussi à travers l'islam où on se dit musulmans, où c'est une catégorie qui est en fait une catégorie de population, mais qui est aussi liée à la religion. Et en fait, on retrouve ces questionnements-là dans l'Algérie indépendante, où le fait que l'islam soit religion d'État, en fait, derrière, après, il faut arriver à définir dans quelle mesure, comment on administre l'islam. Et en fait, c'est tout le mouvement qu'on a retrouvé dans les décolonisations. Tu parlais de l'Égypte, c'est aussi le cas, c'est-à-dire la fonctionnarisation et de fait la sécularisation de la société par la fonctionnarisation de ce personnel religieux, qui était contesté au moment de la période coloniale et qui est encouragé pour cet État indépendant. C'est intéressant de voir que c'est les oulémas avant l'indépendance qui se battaient pour la séparation. Mais non, il voulait soutirer l'islam à l'autorité coloniale. Oui. Non, avant de revenir sur cette question de l'impossibilité ou de la difficulté de séparer l'islam de l'État ou le culte de l'État, il faut signaler que c'est un problème qui est spécifique quand même à l'islam. C'est-à-dire que depuis pratiquement la naissance de l'islam, et à part un intermède que nous avons eu sous les Abbassides, avec les Mu'tazila des néoplatoniciens qui ont essayé de prendre une certaine distance par rapport à la religion, il est pratiquement impossible aujourd'hui dans le monde arabe moderne, aussi bien en Syrie, aussi bien en Irak, le seul pays qui a essayé de prendre une distance et qui a inscrit la laïcité dans sa constitution dans le monde arabe, c'était le Yémen du Sud dans les années 70,
qui se disait d'inspiration marxiste-léniniste. Parce que c'était dans un contexte international particulier où le Yémen avait besoin de l'aide de l'Union soviétique pour ne pas être détruit par l'Arabie saoudite, ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Donc il y a une difficulté majeure à arracher, à séparer l'islam, qui est une religion totalisante, de la sphère du social. Les gens ne comprennent pas. Le mot laïcité est un mot qui, d'emblée, sonne à l'oreille des croyants comme quelque chose d'agnostique ou d'athée. Moi, j'étais, il y a un moment donné, au Caire, on devait traduire « mission laïque du Caire ». Voilà, le ministère français des Affaires étrangères avait ouvert un établissement mission laïque du Caire. Et le type me disait, le directeur, il me dit « Monsieur, mais si vous mettez le mot laïki, je n'aurai personne dans mon établissement ». C'était une trouille extraordinaire qu'avait ce directeur, sachant que ce mot allait barrer l'accès de son établissement. Et à la fin, nous avons traduit « Al-Ba'tha al-Firansiya al-Thaqafiyya », nous avons traduit « mission culturelle française au Caire ». Parce que le mot laïque était un mot rébarbatif et un mot suspect. Ceci dit, pour revenir à l'Algérie, c'est que dès le début, alors que la Fédération de France avait fait, au lendemain de l'indépendance, le forcing pour qu'il y ait séparation du culte et de l'État, Ben Bella, sous la pression des oulémas, notamment du père de Talb al-Barahimi, a fait marche arrière et il a inscrit la langue arabe comme langue nationale, tirant sa légitimité spirituelle de l'islam, je ne vois pas pourquoi il fait et interdit la pratique et la chaire de berbère à l'université d'Alger en 1963 déjà. Donc, après, il y a eu une deuxième tentative qui a été faite en 1976 par Mostafa Lashraf, qui présente un avant-texte de projet de constitution dont l'article numéro 1 était « L'islam est la religion du peuple ». Et nous étions à l'université, nous étions vraiment à la fois étonnés, à la fois surpris, émerveillés par cette proposition qui venait, qui allait ramener l'islam dans la religion, dans la sphère de l'intimité des gens. Et Boumedienne va faire autrement avec le FLN. Ils vont réécrire cet article numéro 1, qui va devenir l'islam et la religion de l'État, et déplacer le week-end en 76, déplacer le week-end, disons, universel vers un week-end islamique et ouvrir la grande porte, toute grande la porte aux islamistes qui vont arriver des années plus tard, mais sur un terreau qui a été mis en place par le FLN à partir de 62-63. Si ce n'est 54. Oui, mais qui est aussi un peu absente du Hirak pour l'instant. Il y a des carrés où maintenant, au début, on ne les voyait pas du tout, mais où on dit Dawla Islamia. Mais c'est-à-dire il y a une obsession du Madani en ce moment, du Hirak. Donc oui, Dawla Islamia, c'est un État islamique. Un État islamique. Non, par franchise, après j'aimerais bien que Charlotte réagisse là-dessus, sur cette question de l'islam et de l'État. Je pense profondément que le peuple algérien, comme le peuple marocain, comme le peuple tunisien, comme le peuple égyptien, n'a pas attendu les islamistes pour être un peuple conservateur et piétiste. Voilà. Donc ça, c'est dans la culture, et ils n'ont fait qu'exacerber à un moment donné, de façon peut-être criminelle, de façon absurde, de façon terrible, cette culture-là fondamentaliste qui existe dans notre culture et qu'il faudra assumer. Nous avons une vision, et tant mieux, idéaliste du Hirak, qui enfin nous réhabilite avec nous-mêmes et nous réhabilite aux yeux aussi de l'étranger, mais il ne doit pas nous faire oublier que nous sommes une société profondément conservatrice et rétrograde. Aujourd'hui, il y avait un avis du recteur de l'université de Saïda, en Algérie, qui dit « À l'occasion de la fête de l'amour, dite de l'amour, tous les étudiants sont prévenus. Si quelqu'un est surpris dans l'enceinte universitaire avec une fleur ou un cadeau, il sera traduit immédiatement devant le conseil de discipline. »
Donc voilà l'histoire, c'est-à-dire ce type-là, c'est un recteur d'université qui signe cette circulaire et qui dit ce qui traverse comme conservatisme et comme repli sur soi cette société depuis des années. Oui, en même temps, c'est une société qui est dehors aussi depuis 51 vendredis, avec des femmes dehors, avec des jeunes femmes dehors, et pour l'instant, ça se passe plutôt bien, en dépit de tout ce poids. Je vais vous redonner la parole pour réagir, mais j'aimerais accueillir d'abord Amazir Kateb. Bonsoir Amazir. Bonsoir Amazir. Bon, vous n'avez pas besoin d'être présenté. Vous êtes une rockstar légendaire pour toutes les générations d'Algériens, donc pas besoin. Mais vous êtes aussi, c'est pour ça que je vous ai demandé de nous rejoindre un peu plus tôt dans la table ronde, très impliqué en politique, et vous êtes notamment impliqué en ce moment dans un projet de constitution populaire. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est de nous expliquer ce que c'est. Bonsoir à tous. En fait, c'est un projet très modeste de tentative d'écriture d'une constitution citoyenne, c'est-à-dire qu'on organise des ateliers constituants avec des gens volontaires en général, donc des gens qui s'intéressent à ces questions-là et qui discutent. Donc on fait travailler le cerveau collectif autour de questions comme l'indépendance de la justice ou la façon de choisir les représentants, la façon de les révoquer, comment créer des seuils de référendum, de déclenchement de référendum, etc. En fait, toutes ces questions, on invite encore, jusqu'à aujourd'hui, c'est encore un projet qui est en chantier, mais on invite en fait les Algériens à devenir constituants, parce que la Constitution étant la loi fondamentale, elle devrait être crainte par les hommes politiques, puisque normalement, les hommes politiques, ce qui définit les limites de leur pouvoir et de leur délégation, c'est la Constitution. Le problème, c'est que si c'est eux qui l'écrivent, ils ne vont jamais se mettre des limites. C'est comme si vous demandez à un boxeur d'être son propre arbitre. Il va toujours gagner. C'est comme si vous demandez à un automobiliste de se mettre à lui-même ses limitations de vitesse. C'est impossible. Il y a un vrai conflit d'intérêts. Donc, c'est un peu quelque chose qui est maintenant, je pense, mondial. Même en France, ça existe, ce mouvement de devenir constituant. Et en fait, de revenir à Aristote, finalement, et à la vraie définition de la démocratie, qui est que en démocratie, un vrai citoyen doit pouvoir gouverner autant qu'il est gouverné. Donc on essaye de réfléchir à ces questions-là pour créer une véritable démocratie du bas. Parce que la terminologie politique étant dévoyée depuis des siècles, depuis très longtemps, on fait l'amalgame entre république, démocratie, totalitarisme, dictature. Voilà, la première république du monde, celle de Rome, c'était une dictature. Ça s'appelait Dictatura di Roma. C'était une dictature. Une dictature, c'est juste un endroit où on applique des lois. Donc il y a plein de mots en fait où il y a eu un glissement sémantique, historique, politique, notamment par exemple à la Révolution française, la BCIS disait explicitement, il disait la République est un système représentatif qui ne saurait être une démocratie. Donc c'était bien une redistribution du pouvoir du monarque aux nobles. Donc c'est ça en fait l'histoire, c'est que le pouvoir n'a fait que être divisé parmi une caste d'aristocrates en fait. Oui. Donc on est dans des systèmes aristocratiques. En Algérie particulièrement, je pense que partir sur le modèle républicain, c'est déjà une espèce de colonisation mentale historique. Pourquoi partir sur le modèle de la République ? Moi personnellement, je trouve très suspect l'unanimisme qu'il y a autour des lois républicaines, de la République, de tout ce discours. Non, mais il y a un unanimisme des hommes politiques, de droite et de gauche. Oui. Il y a peut-être que les monarchistes et les anarchistes qui emmerdent vraiment ouvertement la République, mais la plupart des gens glorifient la République comme si c'était une fin en soi et comme si c'était la démocratie ou la condition première de la démocratie. Or, c'est tout le contraire. Justement, la démocratie ne peut pas être sous forme de république, parce que la république est un système représentatif. La vraie démocratie, elle ne peut être que d'en bas. Et donc, depuis le départ, moi, j'ai créé une page qui s'appelle « Écris ta constitution » sur Facebook. Et techniquement, alors, comment ça pourrait se passer C'est le bordel, mais je vais justement, mais c'est bien, c'est bien. Non, c'est difficile, c'est compliqué. Justement, mais c'est bien de... C'est pas un truc simple, mais il faut bien comprendre que la société algérienne a souffert de beaucoup de dogmatisation et de sacralisation. Je vous entendais parler de plein de choses tout à l'heure, notamment la religion, etc. Mais en fait, on sacralise tout. C'est-à-dire qu'on nous a fait passer de la sacralisation de la religion à la sacralisation de l'armée, à la sacralisation de l'indépendance, à la sacralisation de l'histoire, à la sacralisation des symboles. Et ça, je veux dire, ce mouvement n'y échappe pas.
Aujourd'hui, on est à l'intérieur du mouvement qu'on appelle Hirak, que moi j'aime pas appeler Hirak, mais ce mouvement révolutionnaire souffre de ça. Il souffre de sa propre sacralisation. Aujourd'hui, quand on émet une idée un peu différente ou un peu contraire, il y a du terrorisme intellectuel, soi-disant révolutionnaire, qui vous remet tout de suite, déjà qui vous bâche, c'est du bashing parce que c'est sur les réseaux sociaux, souvent que ça se passe. Donc vous vous faites descendre dès que vous avez un avis différent ou que vous émettez une critique. Alors que, justement, une révolution ne peut pas avancer sans esprit critique. Et sans esprit critique, on ne peut pas passer du vélo à la voiture. Et donc forcément, la sacralisation étant quelque chose qui fige tout, ça veut dire, dès que tu touches à l'histoire, tu prends un coup de 220 volts, tu touches à la religion, tu te prends un coup de 200, même sans insulter. Dès que tu touches, c'est ce qu'on appelle les invariables. Mais il n'y a pas d'invariable. Quel invariable ? Ça n'existe pas, les invariables, dans la vie réelle. Dans la vie réelle, la laïcité dont tu parlais tout à l'heure, tu parlais de ce qui s'est passé au Caire. Mais nous, la laïcité, on la vit tous les jours. En réalité, on met un mot qu'on a diabolisé dessus, mais nous, tout le temps, on boit des cafés entre nous, entre gens qui prient, gens qui prient pas. À l'heure de la prière, il y en a qui vont à la mosquée, d'autres qui y vont pas. Et on se retrouve après et on vit matériellement, réellement, une vraie laïcité, malgré le conservatisme qui existe et qui a été entretenu et qui est encore entretenu. C'est clair et net. Ce conservatisme, c'est le lit de la cristallisation du système algérien et de sa stagnation actuelle. Et ça remonte à loin. Je veux dire, l'étoile nord-africaine, par exemple, qui était à majorité marxiste, en fait, c'était le premier mouvement révolutionnaire algérien. Eh ben, l'étoile nord-africaine, ses principes fondateurs, c'était la démocratie, la laïcité et la pluralité. C'était pas ce qui est devenu le FLN après. Donc bon, cette histoire donc je reviens juste par rapport à ce projet d'écriture de la Constitution, c'est que en fait, si les citoyens se mettent ensemble pour écrire les lois qui régissent leur vie, ils pourront réellement changer le système. Et puis en plus, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la médecine. En fait, on se soigne, il y a quelque chose de thérapeutique dans le fait de constituer. Parce que quand on constitue, on pense à l'autre. En fait, quand on écrit, quand on se met à l'intérieur d'un texte qui va devenir une loi ou pas, on s'en fout. Mais quand on se met dans cette réflexion de se dire, bon, il y a ça, il y a tous ces paramètres, il y a tous ces gens à prendre en compte, on est dans une démarche inclusive. Et je pense que c'est peut-être une des façons de se guérir justement de la mécanique d'exclusion permanente qu'il y a chez les Algériens. Elle est en nous. Elle est en nous. Dans ce Hirak, par exemple, il y a un tout-Suisse permanent. Le tout-Suisse, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est la paranoïa. Tout le monde est parano de tout le monde. Tout le monde croit que tout le monde veut prendre le pouvoir. Et en fait, ça n'avance pas parce qu'il n'y a pas de représentation, alors qu'on pourrait très bien utiliser des mécanismes démocratiques pour élire des représentants et ensuite tirer au sort parmi les élus pour revenir à un truc où il n'y a pas de ce qu'on appelle bniammé, c'est-à-dire il n'y a pas de népotisme, il n'y a pas tout ça. Donc il y a des choses qu'on peut faire, mais le problème c'est que actuellement le Hirak, pour moi, souffre exactement des mêmes maux que du régime, parce que ce régime a très très bien travaillé pendant des années. Il nous a mis des piqûres de sacralisation, de stagnation, de passéisme, de choses. Voilà, il y a encore des gens qui parlent de Omar ibn al-Khattab. Tranquille, les gars, c'est bon, on ne conteste rien, mais on n'est plus à cette époque. Moi, je trouvais vraiment très, très intéressant au moment où Tebboune est en train de dire qu'il va y avoir une réforme constitutionnelle et qu'ils ont désigné des experts par wilaya, des constitutionnalistes par wilaya, etc. Vous, votre idée, c'est un tirage au sort ? Moi, mon idée, c'est pas seulement le tirage au sort. En fait, il faut juste comprendre que la démocratie, dans son sens global, réel, elle contient des ustensiles et des outils. Parmi ces outils, il y a les élections, le tirage au sort, la révocation, la reddition des comptes. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'on doit cumuler pour arriver à un système démocratique. C'est pas juste voter. Les Français eux-mêmes s'en rendent compte que voter, c'est absurde. Qu'est-ce que ça veut dire voter ? Déjà, voter, normalement, on dit voter pour les lois. On ne dit pas voter pour quelqu'un. On dit élire quelqu'un et on dit voter des lois. Donc, quand on est un vrai citoyen, on vote ces lois. On ne fait pas juste qu'élire des gens qui vont voter les lois. Donc, il y a un vrai problème de démocratie directe, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, on n'est plus dans le même monde. Aujourd'hui, les gens, ils ont étudié, ils sont connectés, ils ont tous des encyclopédies dans la poche. Pour peu qu'ils aient un petit moment ou une question ou une curiosité, ils peuvent aller trouver l'info. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas abreuver l'humanité de conneries comme on l'a fait jusqu'à maintenant. C'est pas possible, c'est tout. Et cette génération, elle va le dire haut et fort, c'est clair et net. Même si, encore une fois, on a besoin de se soigner de plein de choses. On ne peut pas juste rester béat face à ce mouvement qui est un exemple de longévité, un exemple d'opiniâtreté, un exemple de plein de choses.
Mais en termes de construction, Oui. je suis désolé, on peut pas. Il faut appeler un chat un chat. Et à un moment donné, il faut se structurer. À un moment donné, quand on veut changer un système, il ne faut pas avoir peur des mots, il ne faut pas avoir peur de l'action. Et aujourd'hui, on a peur des mots et de l'action. On a peur du mot transition. Peut-être que ça a nécessité du temps d'en arriver à Bien ça. sûr, Je pense, bien sûr. quand on ne regarde pas seulement ce qui se passe sur les réseaux sociaux à propos des débats sur le Hirak, et c'est vrai, cette violence parfois extrême contre ceux qui critiquent, mais ce qui se passe en dehors, je veux dire, dans la société, parmi les hirakistes, les réunions, les idées, etc., il y a vraiment, moi j'ai le sentiment, je suis journaliste là-bas, qu'on avance sur cette idée, y compris de représentants et d'organisations. Donc on arrive un peu à la fin, mais j'aurais voulu savoir si vous voulez réagir à l'idée de constituante ou à ce que disait Mohamed Qassimi sur... L'idée de constituante, c'est pas ma place parce que moi je suis pas Oui, algérienne, oui, donc je pense que là pour le coup. Oui. Mais même si après on pourrait discuter de oui, plein de choses. on peut y revenir. C'est le projet de revenir. l'étoile nord-africaine, l'Assemblée constituante. Oui, je sais. C'est 1927. Oui, c'est ce qu'on disait, ouais. Oui. Mais avant de passer, de vous donner la parole, j'aimerais qu'on écoute la voix de Mohamed Qassimi lire un extrait de Kateb Yassine. C'est un extrait de Dans la gueule du loup. Voilà. Juste réagir par rapport à ce que vient de dire Amazir. C'est vrai que tu as raison de dire que le Hirak est victime de l'image ou de son propre mythe, c'est vrai. J'en ai fait des chroniques et je sais que jamais de ma vie je n'étais autant insulté que lorsque j'ai fait un article sur Bouchouchi, qui avait dit, on le pressentait comme dirigeant de ce mouvement. Et il fait une interview, il dit « J'ai été à la Mecque, je fais les 5 prières, mes enfants prient, ma femme prie, le voisin prie, l'épicier prie, le boulanger prie, tout le monde prie. » J'ai dit « Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? On ne cherche pas un imam, on ne cherche pas un rabbin, on cherche quelqu'un, même s'il a été... Les gens qui nous dirigent, qui ont pillé ce pays, ont fait 1000 pèlerinages, ils ont fait 100 000 prières, ils ont été 1000 fois à la Mecque. Qassimi, ça serait vraiment dommage de réduire Mostafa Bouchachi à cette vidéo que je n'ai jamais vue d'ailleurs. Voilà. C'est un avocat. Voilà. Oui, c'est un avocat très intègre, c'est un défenseur des droits de l'homme qui l'a fait de tout temps dans des conditions extrêmement difficiles pendant les années 90. Et les gens n'ont pas compris. On dit, mais il est bien. On ne peut pas rentrer dans cette société sans montrer patte blanche, c'est-à-dire sans dire que nous sommes bons musulmans. Sinon, on est mis à l'écart. Voilà le drame. Donc, bon. Alors, passons aux choses sérieuses. Donc, pour certains, j'avais donné lecture de ce texte, mais que j'ai vraiment repris de fond en comble, qui est inspiré de tous les entretiens que Kateb a donnés. Il y a un moment, avant sa mort, depuis la création de Nejma jusqu'à sa disparition, et j'ai essayé de retisser un peu tout son parcours, qui est un parcours chaotique, qui est un parcours qui est fait aussi plein de silence. Et pourquoi Kateb ? Parce que je crois que la radicalité dont Kateb a fait preuve, et surtout sa lucidité par rapport à la religion, nous ne la trouvons nulle part dans le monde arabe et musulman depuis que ce monde est monde. Voilà. Donc, à la fois une grande lucidité sur la question de la langue. Je pense aussi que rarement un poète n'a été autant persécuté que lui et que sa trajectoire de dramaturge, d'écrivain marginalisé dit à elle seule tout le mépris que ce FLN, bande armée, moi je dirais même association de malfaiteurs aujourd'hui, a eu à l'égard de la culture. Kateb a été beaucoup marginalisé par l'un des grands penseurs et précurseurs de l'islamisme en Algérie, qui était le ministre de la Culture Taleb. Et Kateb disait beaucoup de mal. Moi, j'allais le voir dans sa salle de théâtre de la rue Horace Vernet. Et un jour, Boumedienne lui envoie un émissaire, c'était Mazouzi. Et il lui dit, écoute, le président te dit, je t'aime bien, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais tu es un auteur, tu dois écrire et ne rien dire. Ce serait formidable. Écris, mais ne parle plus, Kateb.
Et donc, Kateb dit, on n'a pas fait une révolution pour fermer notre gueule. Il a continué à parler, on lui a fermé son théâtre à la fin. Donc voilà, c'est un extrait, ça s'appelle « Dans la gueule du loup ». Mais qu'est-ce que cette indépendance ne m'avait pas fait délirer ? 130 années de misère, d'esclavage, de massacres qui prenaient fin. L'Algérie revenait enfin au monde. J'ai rêvé des cavaliers de l'émir Abdelkader descendant les Champs-Élysées pour tailler en pièces les armées du maréchal Bugeaud et faire boire leurs chevaux dans la fontaine place de la Concorde. Comme tout le monde, comme tous les Algériens, j'ai trop rêvé. J'ai pris pour la première fois l'avion le 31 août 1962 pour rentrer sur Alger. J'ai repris du service à Alger républicain, le quotidien. Nous l'avions tant attendu, notre indépendance. Mais en quelques jours, notre rêve allait tourner au cauchemar. À peine élu, le premier président de la République algérienne, Ben Bella, lance à la cantonade « Nous sommes arabes, nous sommes arabes, nous sommes arabes ». Et il fait promulguer dans la foulée une constitution qui faisait de l'islam la religion d'État. L'armée a fait entrer le loup dans la bergerie algérienne dès le premier jour. C'est pour ça que depuis l'indépendance, je le dis, le peuple algérien marche avec un couteau planté dans le dos. J'ai dit alors à mes collègues en toute logique et en toute simplicité, mes amis, si l'Algérie est arabe, pourquoi l'arabiser? Et si elle n'est pas arabe, pourquoi l'arabiser? L'équipe d'Alger républicain soutenait Ben Bella dans son délire d'arabisation. J'ai claqué pour la deuxième fois à la porte du journal. J'ai retrouvé ma mère, enfermée alors à l'hôpital psychiatrique. Avec elle, je suis revenu sur les terres de mon enfance. Ma mère parlait aux oiseaux. Elle faisait de grands signes avec ses bras où se lisaient encore les traces du feu. Dans les Aurès, je découvre une terre en jachère, brûlée, comme ma mère de partout. Je retrouve les paysans dans la même misère qu'en 1945, comme si l'indépendance n'avait jamais eu lieu, comme si la colonisation n'avait jamais pris fin. Je sentais le ciel se dérober sous mes pieds, je n'habitais plus mon corps, je ne pensais plus qu'aux poètes suicidés, Nerval, Essénine, Mayakovsky, Pavès. Je voulais parler, je voulais crier, mettre les pieds dans le plat, et je suis allé à la Radio Nationale pour faire des émissions. Sur les murs de la rédaction, je vois quoi? Il y avait encore les organigrammes de l'armée française. Et la plupart des journalistes étaient ceux-là même qui travaillaient hier pour la Voix du Bled. C'était terrible de voir tous ces hommes qui, la veille, chantaient à la gloire de Massu, cassant du Felaga, lire à l'antenne des poèmes en arabe classique à la gloire de Ben Bella. Là aussi, rien n'a changé. L'indépendance n'avait pas eu lieu. J'ai pensé alors à faire du cinéma. Avec mes amis Hashmi Shrif et Issiachem, on a fait un court-métrage, Poussière de juillet, pour célébrer le retour de la dépouille de l'émir Abdelkader en Algérie. Le court-métrage a coûté exactement 300 dinars et une bouteille de pastis. Et il a obtenu le premier prix du court-métrage à Bucarest, Prague et Alexandrie, mais il sera très vite interdit en Algérie. À un moment donné, il y a eu un miracle en Algérie. Un intellectuel, un ami, entre au gouvernement comme ministre de l'Information. Il me bombarde aussitôt, conseiller à la direction générale de la RTA. Je me suis dit, là, c'est bon, je peux y aller, avec toutes les portes vont s'ouvrir devant moi. Je vais faire de la télévision, comme ça je toucherai le maximum d'Algériens. Les studios de la RTA, de la radio-télévision nationale, avaient été équipés de matériel ultramoderne au moment du plan de Constantine de Gaulle. Une fois dans les locaux de la télévision nationale, je tombe sur un garde-chiourme qui avait fermé les studios à clé. Il agite les clés sous mon nez. « Vous ne toucherez jamais à ce matériel, Kateb. Moi, j'ai connu Louis Lumière, monsieur. » Et il faisait ça avec tous les réalisateurs. « Vous n'aurez jamais les clés, monsieur. Moi, j'ai connu Louis Lumière. » Qu'est-ce que vous voulez? C'était ça, l'indépendance, un bordel. Comme ni la radio, ni la télévision, ni le cinéma ne voulaient de moi, j'ai pensé lancer mon propre journal en avril 67. Je voulais faire un magazine populaire avec de belles photos et des légendes très courtes. On sortait d'une guerre terrible, les gens étaient traumatisés. Je me suis dit, il faut rire un peu. J'ai conçu un journal satirique qui avait pour nom
le chameau prolétaire, et dans le numéro 0, j'ai montré une fusée soviétique en train de décoller. À côté de la fusée, Isiachem a dessiné un minaret. Sous les minarets, j'ai écrit une petite légende toute simple, une phrase toute bête. Les minarets, ces fusées qui ne décolleront jamais. Le magazine a été saisi sur le champ et interdit. Quel tollé, nom de Dieu, mais quel tollé. Nous nous sommes réfugiés ici à Tikijda, en haut du Djurdjura, pour échapper au lynchage. J'ai compris enfin que je ne pouvais faire ni de la radio, ni du cinéma, ni écrire dans la presse, ni faire de la télé. Je n'ai pas essayé la danse, pourtant j'avais croisé Maurice Béjart plusieurs fois. J'ai compris alors qu'il était impossible de sortir de la triade Algérie, Arabe, Islam. Et que pour faire du théâtre, il ne fallait parler ni du pouvoir, ni de la religion, ni du sexe. Donc, il fallait rien dire. Et puis, il y a eu le coup d'État du 19 juin 65 du colonel Boumedienne qui va faire la chasse aux militants de gauche. Après le putsch de 65, les frères du FNN vont rebrancher la GIGN pour torturer leurs frères algériens dans les lieux mêmes où torturaient les parachutistes de Massu et de Bijar. L'Algérie, qui a été un bagne durant des siècles, allait redevenir un bagne. J'ai pris ma valise et je suis reparti. Merci. Merci. C'était « Pourquoi ?» l'exigence de démocratie et de pluralisme. Une discussion avec Charlotte Coureil et Mohamed Kassimi. Un podcast de la série Algérie-France, La Voix des objets, proposé par le MUCEM. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur mucem.org. À bientôt.